3 à la bouteille. Bonjour à tout le monde, j'ai eu un compte dedans. Donc vous voyez que j'entre à l'université là. Je suis en retard par rapport à ce qui a été convenu. Mais permettez-moi d'arriver d'abord au bureau pour qu'on puisse donc commencer notre direct véritablement. Donc on est en train d'entrer. Ah non. Ouais mais non. Les collègues là qui me saluent. Le temps que vous serez aussi connectés, on va descendre les marches. Vous savez que l'université dans le bon vieux temps avait construit une longue sorte d'escalier là pour entrer en faculté. Vous pouvez voir les étudiants qui sont en train de rentrer paisiblement chez eux. Donc le temps que vous soyez connectés, je descends aussi au bureau, on aura le temps de bien causer. Donc connectez-vous le temps que j'arrive au bureau, on aura le temps donc de bien causer. Vous pourriez peut-être me signaler déjà si le son vous arrange ou l'image est acceptable. En vous priant encore de m'excuser parce que j'ai eu un contretemps. Je dois donc descendre au bureau. On ait les conditions idoines pour travailler. J'avais un rendez-vous important au niveau du parquet. Vous voyez que nous sommes là devant le rectorat de l'université Yaoundé 1 qui est vide, il n'y a pas d'occupant. Le recteur a disparu. Le recteur a disparu de l'université. Je le cherche partout, je ne le vois pas. Donc, quelques minutes et nous serons au bureau. On pourra donc causer, discuter et vous faire le point sur la situation actuelle. La situation qui prévaut pour les 3 enseignants de l'université Yaoundé 1 qui ont eu leur... qui ont connu une soi-disant rupture de contrat de la part de l'université, de la part du recteur de l'université Yaoundé 1. Nous allons donc vous expliquer la situation actuelle que nous vivons et ce que vous pouvez en retenir et ce que les étudiants et les parents d'élèves peuvent en retenir. Je vous remercie donc de patienter. Ça c'est l'ancien rectorat. L'ancien rectorat. Je me dirige vers mon bureau où je vous ferai le point dans quelques instants, autant que vous soyez tous connectés. Et je vous dirai les derniers développements dans cette affaire qui est d'une gravité à nul autre pareil. Bien évidemment, nous sommes au niveau de la bibliothèque, excusez-moi, au niveau de la bibliothèque de l'université. Vous voyez que nous sommes devant la bibliothèque, nous sommes en train d'aller au département de philosophie dans mon bureau. Et tout à l'heure, vous serez informé de ce qui se passe dans ce dossier. Et comme d'habitude, je tiens à vous rassurer sur ma fidélité à la vérité, sur l'intégrité morale, physique et tout ce que vous voulez qui encadre mon action citoyenne et la nécessité pour chacun de faire des sacrifices pour le bien-être de ce pays.
Donc, excusez-moi quelques minutes, le temps que j'arrive à mon bureau. Nous sommes derrière là, au niveau de la faculté. Et je vais, donc devoir traverser la faculté et me diriger tout droit vers le département de philosophie où j'ai mon bureau. Le temps que vous soyez connecté, bien sûr, on va commencer dans le direct lorsqu'il serait assis au bureau dans quelques minutes. Voilà le champignon. Le fameux champignon où les étudiants s'assoient pour attendre sagement leur cours. Ah, il y a les fils de fer, hein. Ah bon, il y a les fils électriques qu'on traverse, c'est comme dans tous les pays, hein. Il y a l'électricité partout. Oui, c'est très dangereux pour les étudiants, mais bon, nous sommes au village. Au village, ouais, l'électricité là, l'étudiant peut vivre l'électrocution là, en direct, sous nos yeux, et on dira que c'est la sorcellerie. Voilà le pays, voilà l'université, avec les fils de courant qui pendent partout, vous avez vu. Voilà, donc, ce qui nous préoccupe là maintenant, c'est aller dans notre bureau et nous asseoir et commencer ce direct qui va vous présenter la situation réelle de ce dossier, dans ce scandale. Voilà, nous arrivons au couloir qui mène à notre bureau. Le couloir, vous pouvez vous imaginer, il est tout sombre. Monsieur le chef du département. Ça va, ça va. Je vois mon nouveau chef du département qui doit quand même saluer, vous savez. Il faut quand même saluer les chefs. Il faut saluer les chefs. Bon, je suis arrivé à mon bureau. Je suis arrivé au bureau donc. Dommage, il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Excusez-moi, je vais quand même un peu créer des conditions, un peu de lumière. Vous voyez qu'il y a une ampoule qui est grillée. Il y a une ampoule qui est grillée. Oui, je suis en plein direct. Bonjour, comment ça va? Après alors? Après, je reviens. Bon, alors, permettez-moi de m'asseoir. Tant que je vous fasse dans le point rapide sur ce qui se passe dans ce dossier. Alors, merci mesdames et messieurs d'être connectés. J'aimerais m'assurer que tout se passe bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que... Excusez-moi, là je dois... Vous pouvez me confirmer, excusez-moi là. J'avais rendez-vous au niveau du parquet et merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez me confirmer que tout va bien? Ok, ça va. Merci beaucoup d'être connecté à ce direct. Je voudrais inviter nos compatriotes qui verront cette vidéo après et à vous-même qui êtes déjà connecté, qui êtes en direct, de comprendre, d'être attentif à la gravité de la situation que nous vivons. Merci beaucoup. Thank you so much. Tata Doza. Vanik Léonel, merci. Jean-Claude Cavan, bon, salut. Benjamin Tala qui me dit que la chaîne est déchirée. Oui, c'est l'échelle de l'université, bon, c'est pas grave.
C'est comme ça le pays. Je vous ai montré tout à l'heure les images des fils électriques, des fils de courant, des néos qui traînent même le sol, qui peuvent électrocuter les étudiants. Voilà. Mais vous savez que on muselle les gens, n'ont pas le droit de parler. Bon, alors, allons aussi dans le vif du sujet. J'avais 2 ou 3 observations à faire d'abord avant de parler. Première chose, je dois vous rappeler que je suis un syndicaliste. Ça dit quoi? Ça dit que en tant que syndicaliste, je dois défendre les droits de mes compatriotes, les droits des étudiants, les droits des collègues, les droits même des parents qui dépensent leurs miettes pour que leurs enfants soient formés. Deuxième chose, la situation dans laquelle le pays est plongé, il ne faut pas en douter, ne permet pas d'avoir une éducation de qualité. Aussi bien au niveau maternel, au niveau primaire, au niveau secondaire et même universitaire. Troisième chose, ce que vivent les enseignants au niveau du secondaire, avec tous les mouvements de revendication, OTS, CK, tout le reste, avec toutes ces actions cumulées, démontrent à suffisance le mépris que ce gouvernement a à l'égard de l'enseignant. Et ce n'est pas une responsabilité seulement gouvernementale, c'est une responsabilité même des collègues qui sont nommés pour essayer de coordonner l'action éducative. Bon. Vous avez suivi très récemment, en août dernier, le 11 précisément, le recteur de l'université Yaoundé 1, l'université dans laquelle je fais ce direct, je suis au département de philosophie. Le recteur de l'université Yaoundé 1, M. Aurélien Soso, Maurice Auré Soso, ou bien Aurélien Soso, ce n'est pas son réel nom. Quand je le dis, c'est à l'intention des enquêtes qui sont en cours, pour qu'on sache à qui on a affaire. Le recteur donc a décidé en août dernier, de manière totalement illégale, de manière immorale même, de rompre le contrat. Ce qu'il appelle le contrat, c'est une action tout à fait illégale. Parce que lorsqu'on arrive au niveau de chargé de cours, comme moi, comme docteur Ndok, lorsqu'on arrive au niveau de maître de conférence, comme le professeur Madame Enyeva, Damaris Mandop, donc c'est épouse Enyeva, professeur Mandop, donc lorsqu'on arrive à ce niveau, on ne parle plus de contrat. D'office, on est fonctionnaire de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire à la limite agent de l'État à un haut niveau. On ne dépend plus du contrat, on dépend maintenant du président de la République. Je simplifie pour que vous compreniez. Les techniciens savent que le décret qui organise le fonctionnement des universités a établi un ensemble de normes. Parce que c'est le rappel des faits. Je vous explique ce qui se passe maintenant. A établi les normes de fonctionnement dans les universités d'État au Cameroun. Et je vous préviens que le président de la République avait dit, lorsque ce décret est signé, qu'il ne veut pas entendre parler des universités, d'organisation des universités privées. Donc, il est concentré sur le fonctionnement des universités d'État. C'est ce texte qui organise notre corps. Et le recteur de l'université Yaoundé 1, en violation de tous ces textes, a décidé, en lieu et place du président de la République, outrage dans le chef de l'État, il a décidé souverainement, illégalement, illégitimement, avec une morgue qui n'a pas de nom, il a décidé donc de rompre nos contrats. Avec, il voulait dire qu'il décide de nous licencier, quoi. Mais je dois vous faire observer que sans être partisan du gouvernement, sans être partisan du RDPC, mais il y a des constances. Lorsqu'un pays fonctionne, qu'il fonctionne mal, fonctionne bien, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne s'arrose pas les droits, les privilèges qui incombent au président de la République.
Alors, mesdames et messieurs, le 11 août dernier, donc, le recteur de l'université de 1 a décidé de nous radier. Alors, mes collègues et moi avons attendu. Nous avons au départ décidé de réagir fermement à cette injustice. Et nous avions planifié même d'ailleurs une action forte en septembre. Vous savez, je suis le porte-parole du groupe parce que je suis syndicaliste, c'est moi qui parle en leur nom. Nous avions pensé cela. Mais vous savez, en tant que leader, j'ai l'obligation de suivre le consensus qui se dégage de nos réunions. Mes collègues avaient jugé opportun de donner la chance au gouvernement de se racheter, non seulement au professeur Soso, au recteur, de rapporter sa décision, mais aussi au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, à travers la saisine de son autorité. Bonjour, collègue. À travers la saisine de son autorité, on espérait donc que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, allait aider à rapporter cette décision à travers ce recours hiérarchique que nous avions introduit. Après le recours de la CIE au recteur de l'université, adressé au recteur de l'université, un signataire de cette décision illégale. Je peux vous dire donc, en ce jour, 13 novembre, que rien n'a été fait et nous sommes donc fondés dès l'instant présent à saisir le tribunal administratif. Première information. Deuxième information, contre mon gré, j'ai dû saisir au nom des collègues, en tant que syndicaliste, en tant que leader de cette affaire, dans cette affaire, où on a voulu défendre simplement les droits des enseignants, le droit à la parole, le droit à la critique de la gouvernance universitaire, le droit à la spoliation des richesses, des ressources de l'université. On a voulu juste défendre les collègues, défendre nos biens, parce que les choses de l'université appartiennent pas au recteur, ni à sa femme, ni à son fils. Elles appartiennent au corps enseignant, à l'État, en fait. Donc, on a jugé qu'on devait nous sanctionner. Alors, contre mon gré, j'ai encore écouté mes collègues et nous avons dû saisir l'instance suprême, c'est-à-dire le gouvernement, le président de la République. Parce que c'est le président du Conseil d'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique. Donc, nous avons donc jugé qu'il fallait qu'il soit informé parce que nous avons attendu la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur qui n'est jamais venu. Je suis en droit donc de vous informer que le président de la République a donné une suite à notre correspondance et il a instruit une enquête au niveau du CED. Une commission a été mise sur pied au niveau du CED pour, entre autres choses, examiner les causes profondes de la crise. Deuxièmement, établir les responsabilités. Troisièmement, envisager les suites à donner à l'affaire, suites notamment pénales, éventuellement. Et enfin, faire des propositions. La commission dont les travaux se poursuivent, je n'ai pas besoin de donner les détails, parce que je ne suis pas autorisé à dévoiler tout ce qui se passe. La commission qui nous a entendus pendant plusieurs jours a eu donc la quintessence des éléments que nous devions mettre à leur disposition. Nous avons pris la peine d'expliquer tous les travers de la gouvernance universitaire, tous les crimes orchestrés dans cette université, tous les excès et les abus de pouvoir auxquels nous assistons, c'est-à-dire que dont nous sommes victimes à l'université.
Nous avons donné les preuves tangibles de ce que nous ne parlons pas en l'air, de ce que nous ne faisons pas de preuves d'insubordination. Nous avons établi devant les enquêteurs les preuves, nous avons établi les faits avec des preuves. J'insiste sur les moments de preuves. Après avoir d'abord présenté déjà ces éléments-là au niveau de la région, où une enquête a été aussi ouverte au niveau de la région de gendarmerie, la première région de gendarmerie. Je récapitule jusque-là. J'ai dit, je vous ai rappelé les faits, et je vous ai dit, on attendait donc une réaction de la hiérarchie, c'est-à-dire de celui qui a signé le communiqué, c'est-à-dire le recteur, ou bien une réaction au niveau de la hiérarchie du recteur, c'est-à-dire le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur. La deuxième chose, c'est que, contre notre gré, en tant qu'individu, en tant que personne physique et figurante, nous avons été amenés à saisir le président de la République, qui est le président du Conseil d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique, qui a ordonné donc une enquête sur cette question fondamentale. Mesdames et messieurs, ce que je peux dire à ce niveau, c'est déjà remercier les enquêteurs qui ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme et de beaucoup de tact dans leur façon d'examiner cette question-là. Sans discernement, c'est-à-dire sans flatterie, je dois dire que j'ai compris l'importance que certains au cœur du gouvernement ont apporté à cette affaire, parce que cette affaire est de nature non seulement à jeter l'opprobre sur l'enseignement supérieur dans l'ensemble, mais aussi sur la gouvernance. Parce que lorsque un recteur se permet de faire du faux, c'est-à-dire lorsqu'un esprit supposé grand esprit, supposé grand commis de l'État, se permet de faire du faux à ce niveau, se permet de brader les biens publics, lorsque l'intelligentsia, qui est supposée être la lumière d'une république, d'un pays, d'un État, d'une nation en construction comme la nôtre, lorsque l'intelligentsia dirige, se permet donc de violer le serment de l'intégrité, le serment de la droiture, le serment de l'éthique, le serment de la déontologie universitaire. À ce niveau, nous ne pouvons que constater et le décrier. Et les enquêteurs ont pris conscience de la gravité de la situation. Mon intervention de ce jour vise à deux objectifs. Premier objectif, vous faire prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire quoi? Et deuxièmement, dire au président de la République, aux responsables gouvernementaux, l'enjeu du comportement, ce qui se crame dans l'esprit de Aurélien Soso. D'abord à vous, les étudiants, les enseignants, les parents, le contribuable camerounais. Je voudrais vous expliquer quelque chose. Je vous ai dit au début que nous avions pensé qu'il était temps qu'on observe les 3 mois requis dans les textes, dans la loi, les 3 mois qui doivent précéder la saisine du tribunal administratif. Ils ont eu donc 3 mois. Le recteur Aurélien Soso a eu 3 mois pour revenir à sa décision, pour rapporter sa décision. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, a eu 3 mois pour revenir à sa décision. Pour rapporter la décision du recteur de l'université en à travers le recours hiérarchique après le recours gracieux adressé au recteur. Nous avons donc adressé un recours hiérarchique au ministre d'État, de l'Enseignement supérieur, à sa demande. Je dois préciser, à la demande des services du ministère de l'Enseignement supérieur, à leur demande, j'insiste, la demande qui a été formulée à mon endroit personnellement, en tant que leader du groupe, et à l'endroit qui a été aussi demandé aux autres collègues, nous avons fait
notre avocat, le maître Modjo, a fait les diligences nécessaires à cet effet, à cette cause. Malheureusement, il y a eu un silence. Ce silence explique mon direct de ce jour. Je vous informe donc que dès à présent, nous allons donc saisir le tribunal administratif et nous allons demander réparation de ce préjudice irréparable. Dès demain, nos avocats vont prendre le relais et ils vont saisir le tribunal administratif. Ce qui est en jeu ici, je parle là aux étudiants, aux enseignants, aux parents, aux contribuables, c'est que aussi bien le ministre de l'enseignement supérieur, aussi bien le recteur Aurélien Soso, il ne leur importe pas de savoir que l'État va dépenser leur argent, l'argent du contribuable. Non. Aurélien Soso, Jacques Famine Ndongo, se fout royalement de ce que cela peut coûter à l'État. Malheureusement, on ne peut pas laisser passer cela. Parce que ce que nous subissons, ce que moi personnellement je subis depuis 8 ans, ce que madame le professeur Mandok Damari subit depuis presque 5 ans, ce que monsieur Ndok subit peut-être depuis 3-4 ans, cela est irréparable. Ce préjudice est irréparable. Parce que l'argent ne peut pas payer ça. Même si on a de l'argent après, même quand on va gagner cet argent, hello bro, how are you doing? Sorry, I'm busy. Même quand on va gagner cet argent, cela ne pourra rien réparer. Et ce qui est grave, ce n'est pas que nous voulons de l'argent, mais le fait que des hauts commis de l'État se permettent ainsi de faire dépenser des dizaines, des centaines de millions aux contribuables sans sourciller, c'est-à-dire sans scrupule, cela interpelle. Cela devrait nous interpeller, nous tous. Les gens qui sont conscients qu'ils ont signé une affaire illégale, probablement illégale. Je dis illégale, je donne l'exemple simple. Pourquoi je dis que c'est illégal? Parce que vous pouvez croire que je suis en train de divaguer. Ou bien je raconte des histoires. C'est illégal parce que ils n'ont même pas eu la possibilité de couper nos salaires. Nous avons 3 enseignants qui ne demandent qu'à enseigner, à travailler, à donner ce qu'ils ont appris, à communiquer leur savoir. Mais un individu se lève et dit: je vous interdis d'enseigner, en lieu et place du président de la République qui seul peut nous interdire d'enseigner. Alors, nous sommes dans une situation où ils sont incapables de couper nos salaires. C'est pourquoi je vous informe donc que nous avons nos salaires intacts. Parce que c'est une décision totalement impensable même. C'est même pas seulement illégal, c'est impensable. C'est un non-événement dans un pays normal. Mais comme ce n'est pas un pays normal, on a quand même des gens qui refusent, au niveau du doyen, au niveau du chef de département, qui refusent de nous donner les emplois du temps. Alors, ça nous interpelle. Ça nous interpelle sur le peu de cas, sur le peu de considérations que ces hauts commis de l'État, aussi bien le ministre de l'Enseignement supérieur que Famine Ndongo, que le recteur de l'université. Et ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer, parce qu'ils sont tous tenus, tous ces gouvernements, ils sont pareils. Il n'y a pas, s'il y a des exceptions, je ne sais même pas s'ils en existent. Donc, ils sont pareils. Donc, ils engagent donc cette grosse mafia où ils se tiennent les uns contre les autres. Donc, on comprend donc que même le ministre de l'Enseignement supérieur, malgré son insistance à ce qu'on fasse une requête, un recours hiérarchique, n'a pas daigné bouger le pouce, bouger un doigt. C'est un scandale en soi. Mais je dois vous dire que nous allons faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire nous plaindre au niveau du tribunal administratif. Bonjour collègue. Donc, ça c'est la première chose. Maintenant, au niveau du gouvernement, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est que nous sommes dans une lutte des clans où on veut impliquer les gens de force dans des accointances, dans des appartenances guerrières, ésotériques, qui n'ont pas lieu d'être. Donc, lorsque le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, dit qu'il ne veut pas
ça a commencé avec l'affaire Messanga Yamdi, mon neveu, qui m'explique l'autre jour que non, le ministre d'État, bon, oui, il dit qu'il ne peut pas intervenir parce qu'il ne peut pas les prendre avec Ngongo. Alors, vous comprenez comment est le pays. Donc, c'est le même raisonnement. Il ne veut pas les prendre avec Soso. Un ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, ne veut pas les prendre avec Soso. Vous comprenez jusqu'où la décrépitude. Vous comprenez jusqu'où ceux qui sont chargés d'être des éclaireurs publics, les éclaireurs, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire les universitaires, sont les premiers qui sont versés dans la gadoue, c'est-à-dire que vous voyez jusqu'où les créatures, parce que les créatures de Biya, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a créé un système où il les tient tous, et où ils se tiennent tous, où ils se font tous des coups bas, où certaines personnes sont seulement préservées, c'est-à-dire les boulous. Les boulous dans le sens où je le dis, on va dire que je suis Kibalais. Non, non, non. Si c'était un boulot qui avait ce cas, ça n'allait jamais arriver. C'est-à-dire qu'on fait tout, les super boulots, ce qu'il appelle les super boulots, c'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir, qui ont confisqué le pays, et qui se permettent de tuer en même temps les boulous, les bêtis, les Zaoussa, les Bamileke, ils sont un groupuscule, des gens qui les recrutent. Quand il dit boulot, super boulot et affilié, c'est-à-dire que il y a un petit groupuscule des Wondola, petit groupuscule, des gens de Sawala qui sont des petits nègres de service. C'est comme ça que le pays fonctionne. Arrêtez-moi ces histoires de non, on est dans une réalité claire. Et je comprends pourquoi un acteur politique avait dit est-ce qu'il faut faire un concours. Si j'avais fait un concours pour être fils de boulot, est-ce que je serais dans cette situation où je suis? Que depuis 8 ans, depuis 2014, 2015, que je suis recruté à l'université en E1, je ne bouge pas d'un pas. Je suis persécuté à vie. Et on me contraint par la force à adhérer à des choses qui ne sont pas conformes à mon goût, conformes à mes convictions. Est-ce que c'est comme ça qu'un pays doit fonctionner? Ce n'est pas une question de tribalisme, c'est comme ça que le pays fonctionne. Donc, quand les gens s'en prennent à une personne qui a dit qu'il faut faire un concours pour être boulot. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne malheureusement. Donc, lui, là, il est une femme boulot. Bon, on ne peut pas le toucher parce qu'il est associé, affilié, associé au boulot. Ça, c'est moi qui parle maintenant à mon nom. Je parle à mon nom en tant qu'éton de Bala. Si c'était un boulot, de Moyomo Sala, je ne sais pas où, ça n'allait pas arriver. Ça n'allait pas arriver. Si Madame Mandok était la femme d'un boulot, ça n'allait pas arriver. Si Ndomdok était le petit frère d'un boulot, ça n'allait pas arriver. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Que ça vous plaise ou quand ça ne vous plaise pas, voilà les faits. Quand le ministre Famille de me dit non, va faire un recours hiérarchique, on va trouver une solution, et que je me retrouve 3 mois après sur la même situation. Vous me parlez de quoi? Vous me dites que c'est une république ça? Non, c'est la république des super boulots. Oui, c'est la république des super boulots. Des gens qui ont décidé que c'est eux. Et vous comprenez pourquoi le 6 novembre dernier, Jacques Famé a expliqué l'ontologie boulot devant la face du monde, sans soucier, à l'aise que vraiment car c'est la terre promise. C'est-à-dire que tous les Camerounais doivent aller. Ce n'est pas la République, hein. C'est vraiment car qui devient l'horizon indépassable de la Camerounité. Pour être Camerounais, il faut penser, rêver, dormir, manger, déféquer boulot, déféquer vraiment car. Voilà, il a dit que c'est la terre promise. C'est ce pays. Donc, je voulais faire ce lien pour dire que il faut être lucide, très lucide, voir comment ce pays fonctionne et analyser les faits et comprendre les causes. Donc, justement, parce que les gens sont dans un groupe, une mafia dominée par les super boulots, ils croient donc que tout le pays leur appartient et que toutes nos vies leur appartiennent. Je leur dis donc, ici et maintenant, que peu importe ce que vous allez faire, le président de la République a pris ses décisions, il a organisé, il a ordonné une enquête, mais je ne veux pas décrier le travail des enquêteurs, je leur tire un chapeau parce qu'ils ont été professionnels, mais on sait jusqu'où vont
les résultats des enquêtes dans ce pays. On espère que, comme les autres enquêtes, comme les enquêtes de Martinez-Zogo, ça ne va pas patiner. La commission d'enquête est sur pied, et à pied d'œuvre pour dévoiler les tenants et les aboutissants de cette sombre et lugubre affaire à l'université Yaoundé 1 qui impacte toute l'université, mais c'est à nous, universitaires, de nous ressaisir et d'être exemplaires. Parce que si nous ne pouvons pas être exemplaires, si le ministre d'État, le ministre de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire le pape des cerveaux camerounais, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui devrait gouverner la pensée dans un pays comme le nôtre, s'il est incapable de s'affirmer devant l'imposture, devant des morpions qui sucent le sang, les ressources de l'université, alors on peut désespérer. Mais on ne va pas désespérer, on va continuer à prêcher l'exemplarité, à prêcher et à donner l'exemple des gens, des autorités morales qui sont incorruptibles. Je voudrais dire à mes collègues que votre silence, pour certains, parce que beaucoup nous soutiennent aussi, le silence de la grande majorité, sous le prétexte des attitudes qui leur seraient désagréables de ma part ou je ne sais pas quoi, est un faux prétexte. Il y va de l'avenir de cette nation. Vous voyez, lorsque les gens, et je vais peut-être terminer par là, les gens comme OTS sont engagés à subir tout ce qu'ils subissent dans les lycées, et que nous autres, nous soyons occupés à revendiquer le paiement de la dette académique, sans émotion sur ce que subissent les autres, nos collègues du secondaire. On comprend jusqu'où donc la solidarité n'a plus sa place. On comprend jusqu'où vous avez choisi de renflouer votre petitesse, votre portefeuille, votre compte en banque par rapport à l'avenir des enfants. Parce que les enfants du secondaire, les collégiens, les lycéens qui vont arriver, ils vont arriver avec quelle carence, quel niveau avec ce que nous vivons comme grève au niveau du secondaire. Est-ce qu'on peut prendre conscience de cette situation et se ressaisir et encore faire bloc pour que ce gouvernement change son fusil d'épaule? C'est cette exhortation, c'est par cette exhortation que je m'en vais vous dire que dès demain, donc, nous allons entreprendre donc, à notre niveau les diligences nécessaires pour que nos droits soient respectés au niveau du tribunal administratif, puisque le recours gracieux, aussi bien le recours gracieux donc adressé au recteur de l'université de 1 que le recours hiérarchique adressé au ministre de l'enseignement supérieur n'ont abouti à rien, et que l'enquête ordonnée par le président de la République, où nous avons été auditionnés pendant longtemps, pendant plusieurs jours, jusqu'à tard dans la nuit, de 22 h, est en cours, nous n'avons pas d'autre solution que de saisir le tribunal administratif dès demain et de demander des réparations, des dommages qui, pour ma part, devraient s'élever, la demande que je vais formuler, à 1 milliard de francs CFA. Merci beaucoup. Et je vous tiens informé de la suite. Bonne soirée.